port, ça trouve bien cette table ronde. On a souhaité une question un peu provocatrice, mais c'est pas grave. Il y a déjà eu un début de réponse avec Michael Carnes. C'est-à-dire que le port, est-ce que c'est un parking ou est-ce que c'est un équipement touristique à part entière? Alors, désolé Nathalie, mais je vais commencer parce qu'il y a Michel Cavaillès qui est venu de loin. Alors, Michel Cavaillès, parce que je ne connais pas les... Michel, voilà, Michel. Voilà. Bonjour Michel. On fait au téléphone, mais donc on va faire honneur aux gens qui sont de loin. Voilà. Alors c'est intéressant, en plus, je crois que vous êtes arrivé hier, vous étiez à Brest. Oui, mais je connais un petit peu quand même. Vous connaissez un petit peu à la rade, mais je connais bien. D'accord. Alors Port-Camargue, vous êtes directeur du port de Port-Camargue. Vous êtes directeur depuis combien de temps déjà? Ça fait 10 ans que je suis directeur. 10 ans. Ouais. Port-Camargue, c'est combien de bateaux? 5000 bateaux. 5000 bateaux, voilà. C'est pas rien. En Europe, un des plus grands au monde. Un des plus grands au monde, oui. Voilà. Et l'histoire rapide de Port-Camargue, c'est une marina en fait? C'est une histoire absolument extraordinaire. C'est la mission d'aménagement touristique de Languedoc-Roussillon, donc des dizaines de ports qui ont été aménagés. C'est 30 ports aujourd'hui à Languedoc-Roussillon. Et dans le département du Gard, département essentiellement montagnard avec les Cévennes, une seule commune littorale, 15 km de plage, et qui est un peu oublié de la mission Racine, cette fameuse mission, et la volonté de la Chambre de commerce de Nîmes de dire à Port-Camargue, au Gros du Roi, parce que c'est la commune, on va faire un grand port de plaisance qui sera un des plus grands ports de plaisance de France. Et puis l'histoire est partie il y a 40 ans et c'était une fabuleuse aventure. Alors fabuleuse aventure, oui, 5000 bateaux, je pense que c'est sa cause, mais alors ce que vous disiez, c'est que vous avez commencé dans un premier temps à aménager du foncier, amener des entreprises à venir s'implanter. On s'est débattu tout à l'heure. Oui, vous avez la capacité sur un port, effectivement, un port, c'est pas que des bateaux, mais c'est aussi la possibilité de faire venir et des entreprises, mais aussi du locatif. Tout à fait. Il y a tout un mix. Alors, comment vous avez fait pour le trouver, ce mix? Alors, dans l'histoire récente de Port-Camargue, ça a été d'abord 10 ans. La Chambre de commerce avait bien construit, elle a mal entretenu. Donc, il a fallu aménager. Donc, pendant 10 ans, en fait, on s'est employé à reconstruire le port, à le réaménager. Et puis, au final, maintenant, on a 5000 places, on ira difficilement au-delà. On est sur une mine d'or, on le dit, c'est-à-dire on fait beaucoup d'excédents. Et en réfléchissant au sein du conseil portuaire et du conseil d'administration de la régie, parce qu'on est une régie autonomie financière et personnalité morale, on s'est dit cette richesse, il faut la mettre à disposition de l'économie locale. Et là, on n'est plus dans l'aménagement, on est complètement dans le développement. On était gardien de parking pendant 10 ans, on a aménagé, et maintenant on est plus en agence de développement local, avec un vrai partenariat avec l'office de tourisme, avec la collectivité, communauté de communes. Pourquoi? Pour essayer d'attirer des entreprises. Voilà. Alors, on a toute une série d'idées. On est bien dans la question, c'est-à-dire que vous venez de dire, on a démarré un parking. Oui. Très clair. Oui. Mais parce qu'il faut bien commencer par un bout, voilà. À un moment donné. On verra pour Roscoff, à un moment donné, il faut démarrer, parce qu'un port, c'est quand même de la technique, il faut de l'eau, il faut de l'électricité, il faut des boutons, il faut de l'accueil, etc. Et maintenant, vous êtes dans une phase de... Oui, mais voilà. Vous dites, vous êtes confortable. Oui, on est confortable. Donc, on peut passer à la vitesse supérieure. Voilà. Et il y a eu un élément, en fait, je tiens à le souligner, c'est le constat, on est une grosse maison de retraite. C'est ça. C'est ça, non, mais notre clientèle, et puis les gens qui sont dans l'autisme le voient bien, on est quand même une grosse maison de retraite et on a un vrai problème de changement de génération. Nos clients ont aujourd'hui en moyenne entre 70 et 80 ans, c'était les voileux. Alors je tiens à le souligner, Port-Camargue, c'est 60% de voiliers. Ouais, donc c'est pas que du moteur. Voilà, c'est pas que du moteur. On a de la voile, et ces gens-là, petit à petit, pratiquent de moins en moins, restent sur les pontons, une autre utilisation du bateau, et on était très inquiets par rapport à cette situation. Et à partir de là, on s'est dit, tout notre potentiel, maintenant, il va falloir le valoriser. Alors, qu'est-ce qu'on a comme potentiel? On a des places, parce qu'on continue à en créer, puis il y en a qui se libèrent. Donc, de se dire, quand une place se libère, si on donne un bateau, ça va rapporter tant. Si à la place, on crée du service derrière, on va multiplier le chiffre d'affaires de cette place par 2 ou 3. En fait, ce que vous me disiez au téléphone, c'est que vous avez un raisonnement chiffre d'affaires par place. Par place. Tout à fait. Comme la grande distribution, un raisonnement chiffre d'affaires par place. Oui, je ne connais pas la grande distribution, mais quand on a une place qui se libère, qui est près d'un quai, qui est très visible, on s'est dit, est-ce que cette place, elle ne serait pas mieux à un professionnel plutôt qu'à un plaisancier, parce que derrière, il va pouvoir faire de la location, il va pouvoir faire de l'activité de charter ou autre. Voilà, donc on a vraiment cette réflexion, et la difficulté, bien entendu, c'est de préserver l'intérêt général, et de ne pas tomber dans l'intérêt particulier. Le rôle de la régie est essentiel, parce qu'il y a un rôle d'arbitrage par rapport à ça. Alors ça, c'est les places. Et puis on a également des terres. Donc ça, c'est le levier place. Ça, c'est le levier place. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une mine d'or, c'est-à-dire quelque part, vous dites,
en gérant le fait que je sois décisionnaire de la façon dont je gère mes places, ça me permet d'être levier sur du développement. Voilà. Et vous avez dit. Un exemple très précis, il y a 3 ans, on a créé 20 places pour accueillir une flotte monotype. En se disant, cette flotte monotype, elle va nous permettre de créer de nouvelles activités. Alors on a fait une consultation des grands chantiers, c'est un chantier qui a gagné, avec un loueur, et puis derrière, voilà, on a une flotte de bateaux de 37 pieds qui permet d'accueillir des familles, d'accueillir des entreprises, et puis c'est absolument magnifique d'avoir un quai avec 20 bateaux identiques, très récents, et ça permet aussi, on n'a plus le plaisancier propriétaire du bateau, c'est-à-dire sur ces bateaux, il va y avoir peut-être 10, 15, 20 familles qui vont pouvoir pratiquer de la voile et devenir peut-être plus tard de futurs plaisanciers. Voilà, c'était bien cette idée de ne pas avoir une place qui est réservée à une personne, mais d'avoir des places qui vont permettre d'ouvrir la voile à d'autres pratiquants. Et vous avez bien très loin, parce qu'en fait vous avez passé une convention d'obligation du nombre de sorties. Tout à fait, exactement. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une obligation pour le loueur de louer un certain nombre de semaines par an, et ce sont des places définitives, ce ne sont pas des places définitives. C'est-à-dire qu'il a ses places pour 5 ans, c'est-à-dire il est obligé de se défoncer pour pouvoir valoriser les bateaux, les places, faire tourner son entreprise, et dans 5 ans, on regardera, on relancera une consultation pour redémarrer avec peut-être les mêmes entreprises, mais de redémarrer sur notre projet. Il y a une remise en cause. Une remise en cause permanente. Et une obligation d'objectif. Et d'obligation d'objectif par rapport à l'utilisation de place en tant que offre de loisirs. Voilà, c'est offre de loisirs. Autre exemple intéressant, on est un port où il y a beaucoup de brokers, parce que tant de bateaux, bien sûr, ça génère de la vente, et les brokers, depuis 2008, sont vraiment en difficulté. Ça, c'est clair, bateaux d'occasion, le marché se passe très mal, et presque naturellement, les brokers, en discutant avec eux, on leur dit, mais pourquoi vous ne feriez pas de la location des bateaux que vous avez en dépôt-vente, ou de faire venir sur vos places des nouveaux bateaux. Et on était parti de pratiquement rien, et aujourd'hui, on a 5 brokers qui font de la location. C'est-à-dire on a une offre de location, alors essentiellement sur du bateau à moteur, sur du semi-rigide, mais aussi sur quelques voiliers, qui doit représenter environ une 40aine d'unités. Donc ça, c'était vraiment une diversification d'un métier, qui était un métier de vente, et qui petit à petit va passer sur de la location, mais pas de la location traditionnelle, puisque là on est complètement sur de la location à l'heure, quasiment. Sur du semi-rigide, ça se loue 1 heure, 2 heures, une demi-journée maximum. Donc là aussi, vous avez fait évoluer les entreprises pour qu'elles ne s'installent pas dans une espèce de ça marche pas, c'est la crise. Voilà. On les a aidés. Vous les avez aidés. On les a aidés. À rebondir. On les a aidés. En disant, tiens, peut-être que vous avez des bateaux, il y a des gens qui ont envie de louer des bateaux. Tout à fait. Voilà, allez vers là. Exactement. C'est-à-dire on avait des brokers qui avaient des places un peu dispersées dans le port. Ce qu'on a fait, on les a regroupés sur le quai d'honneur pour qu'ils soient très visibles. Et sur une grande place où ils avaient un 40 pieds ou un 50 pieds, on leur a dit, allez-y, mettez 4 semi-rigides, comme ça vous fera une activité au moins pour la saison estivale. Et ça marche très bien. Et donc ça veut dire que là aussi on est dans la gestion dynamique des places, c'est-à-dire que vous privilégiez les places qui sont près du public. Ah oui, on a vraiment été force de proposition, c'est-à-dire on a pris des plaisanciers de manière un peu forcée, on leur a dit vous êtes sur les quais d'honneur, on va vous proposer notre place pour qu'un professionnel puisse être plus visible par rapport à une nouvelle activité. Et c'est accepté? Ah un peu forcé on va dire. Un peu forcé, mais c'est là où notre rôle d'autorité portuaire joue pleinement. C'est-à-dire on n'est pas là pour préserver l'intérêt particulier et surtout l'intérêt d'un plaisancier. Qu'un plaisancier soit sur le ponton de baie ou sur le quai d'honneur, ça ne va pas lui changer la vie. Ouais. Alors qu'une entreprise, ça va être fondamental. Derrière, c'est des emplois, c'est de l'économie. Donc, un parti pris très clair. Un parti pris très clair vis-à-vis des professionnels, ce qui était assez nouveau dans les métiers de portuaires. Alors, il y a le port, et puis ce que vous me disiez, c'est qu'autour, vous avez un gros centre UCPA. Alors, on a un gros centre UCPA. Donc, ça veut dire une activité là, un peu. De loisirs, oui, classique, école de voile, oui. Une école de voile. Du foncier disponible aussi, quelques fonciers disponibles. Et ça, par un travail avec les services de la commune, Modifica a fait une révision du plus, possibilité de libérer de nouveaux terrains constructibles et partir sur un projet très ambitieux qui était la reconstruction de l'école de voile, c'est l'école de mer qui est gérée actuellement par l'UCPA. L'école de voile ou l'école de mer? C'est le nom d'origine, école de mer. Voilà, c'était le nom école de mer, mais bon, c'est une école de voile, mais qui fait des classes de mer, qui fait de la formation. Et sur ce terrain, de pouvoir libérer à peu près 4000 m² de terrain constructible et d'aménager un hôtel d'entreprise.
Voilà, parce que le foncier est fondamental. Pour nous, Port-Camargue, il faut y aller à Port-Camargue. On n'est pas, c'est pas une zone de passage. Hein. C'est un peu éloigné, c'est dans la Camargue. Donc pour moi, c'est important d'apporter de l'activité, permanente avec des gens qui travaillent, parce que ça va participer à la vie du port, et on le voit très bien. Donc on a ce projet d'hôtel d'entreprise, c'est 3000 m² de surface de plancher. Si on le mène à terme, ça représentera quand même une centaine d'emplois permanents. Donc 100 emplois permanents à côté des 50 emplois qui sont à la capitainerie, des 50 emplois qui sont au niveau du centre UCPA. De suite, voilà, c'est une vie qui s'installe. Ça va faire 200 personnes qui vont travailler à l'année. Ça veut dire des restaurants qui vont marcher. Ça veut dire... C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. En fait, vous êtes en train de créer un cercle vertueux en faisant une accumulation d'activités qui, à un moment donné, trouve son équilibre. On a des richesses, voilà. Et on essaie que ces richesses soient le plus productives possible pour l'économie locale et dans l'intérêt général. Et donc, du coup, très visible, mais en termes de... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que... Parce que j'ai été voir votre site internet, bon, qui est en train de se faire. Peu importe. Ce qui était quand même très intéressant, c'est qu'il y a toute une partie sur votre site internet où en fait, vous dites, vous venez avec Port-Camargue, vous avez des boutiques, vous avez des animations. Exactement. Vous disiez que les professionnels se sont regroupés aussi pour faire des animations. C'est ça. C'est vraiment un lieu de vie, quoi. Oui, alors l'outil internet pour nous est essentiel. Là, on travaille sur un nouveau site internet, on veut que ce soit une machine de guerre. Et on n'a pas fait le site internet du port, on fait le site internet du port et de l'office de tourisme. C'est le même site, avec 2 portails d'entrée, c'est-à-dire on aura des informations qui seront communes, et ça va permettre surtout de proposer, nous, des produits packagés. C'est notre objectif, c'est-à-dire d'associer à la fois les hébergeurs et les loisirs nautiques. L'office de tourisme va travailler avec toutes les autres prestataires en matière touristique, mais pour nous, port, en plus on est France Station Nautique, le coordinateur de la station nautique, il est dans l'équipe du port. Bon, c'est 1000 places, on est quand même un des gros moteurs économiques de la commune. Il est essentiel qu'on soit le portail d'entrée par rapport à tout ce qui peut être offert pour une nouvelle clientèle. On est dans un bassin de population qui est Montpellier-Nîmes, qui est extrêmement dynamique, avec une très forte croissance démographique et avec des jeunes actifs. Ce qu'on veut, c'est que ces jeunes actifs puissent percevoir très rapidement que sur un secteur comme Port-Camargue, il y a toute une offre de loisirs nouvelle, plutôt fun, puisque chez nous, c'est vraiment les loisirs qui marchent à fond, c'est le kitesurf. On a le kitesurf avec la plage de l'Espiguet, qui est un des plus beaux de Méditerranée. Et ce qui est souvent décrié par les professionnels nautisme, mais il faut bien accepter cette clientèle, c'est le jet ski. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'informer, de former, de communiquer, de faire de l'apprentissage et de réguler, voilà, et d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de conflits entre les plaisanciers traditionnels et les nouveaux pratiquants. Vous avez comme bien donc un objectif très clairement affiché de faire de Port-Camargue une zone d'activité. Une zone d'activité de loisirs. De loisirs. Voilà. C'est des de loisirs. Mais et avec ce que vous disiez aussi, c'est aussi bien du produit très haut de gamme que du produit. Ah oui, alors. Voilà, il y a vraiment une offre très complète. Exactement. Dans la station nautique, nous avons mis les bateaux de promenade en mer, comme on dit chez nous, les promènes couillons. Parce que c'est des milliers de gens qui passent sur les bateaux. Pardon ? Il n'y a pas que chez vous qu'on dit oui. Donc là, c'est des milliers de gens qui passent sur des bateaux. On a 4 entreprises qui font de la vedette à passagers dans la baie. Et ce qu'on veut, ce soit aussi le portail d'entrée par rapport aux autres activités. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils vont faire une promenade en mer, ils auront une présentation de toute l'offre nautique qui peut exister. Ils vont se rendre compte qu'ils peuvent très bien faire une sortie en mer avec un skipper sur un grand catamaran ou sur un bateau traditionnel. Ou alors, ils vont pouvoir louer un bateau à moteur sans permis. Parce que il faut bien voir que, c'est vrai, on a parlé de pratiques élitistes, mais chez nous, un touriste qui vient sur la plage, il n'y en a que 5% qui va pratiquer l'activité nautique. 5%, ça veut dire qu'on a un potentiel de développement absolument extraordinaire. Et la porte d'entrée, c'est par des pratiques très simples, peu coûteuses, très bon rapport qualité-prix. Et c'est vrai que la promenade en mer, c'est le passage un peu obligé, c'est la porte d'entrée. Ça leur donne une envie d'aller en mer sur un autre support. Alors, juste une dernière question, c'est que le capitaine du port que vous êtes quand même l'organisateur, le médiateur, le catalyseur, comme on disait tout à l'heure, oui. De cette offre de tourisme, de loisirs. Alors, on l'est par défaut. Voilà. Moi, je suis très admiratif de ce qui se fait en Finistère, parce que chez nous, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire que si nous, on ne se débrouille pas tout seul, personne ne le fera à notre place.
Donc on a la chance d'avoir une structure qui est quand même très importante. Comme je le disais, on a des places de port, on a du foncier, on a une clientèle qui est présente, on fait de l'excédent qui nous permet de financer des opérations. Donc c'était un peu le message de la municipalité et de la communauté de communes, c'est de dire que voilà, on a un gros moteur économique maintenant, mais il faut qu'il tourne. Et le port est de fait l'élément essentiel de la collectivité. Le Grau-du-Roi, c'est 8000 habitants, il y a 7000 places de port. Il n'y a presque autant de plaisanciers que d'habitants. Donc c'est évident que le port doit être un des moteurs. Donc c'est un parti pris très clair. C'est un parti pris très clair, politique, affiché par le conseil municipal et le conseil communautaire. Merci pour ce témoignage. Merci. Alors je vais me tourner vers un animateur d'abord, c'est François Berthelot, voilà, qui est donc Presti Location. Donc vous êtes au Presti, hein, on se rapproche petit à petit du Finistère, on va y arriver. Donc vous avez une grosse structure de location, sur le Presti 40 bateaux, au Seychelles 12 bateaux, et je pense que vous devez adhérer au discours, parce que vous-même vous êtes un acteur de l'animation d'un port. J'adore complètement le discours. Effectivement, je dirais côtoyer les acteurs portuaires et participer à l'animation d'un port, les loueurs en font complètement partie. Alors vous avez des choses intéressantes, vous n'êtes pas que loueur en fait. D'ailleurs le loueur c'est un métier très technique, on met à disposition un bateau, on part. Là, vous avez souhaité, ou vous avez compris, vous avez peut-être la nécessité d'aller un peu plus loin, et donc vous avez organisé des thématiques avec vos bateaux. Exact. C'est vrai qu'en 2008, tout le monde le sait, il a fallu se remettre en question. Et il a fallu trouver des nouveaux produits. En location, trouver des nouveaux produits, on a un bateau, on a un ponton, on a un port. Il fallait faire venir une nouvelle clientèle. Et j'ai entendu parler tout à l'heure de famille. En fait, on a été chercher la famille. Vous, très clairement, la famille. La famille. Et pour l'été, on a donc copié sur ce qui se faisait en Grèce. On a mis en Bretagne la flottille. Donc la flottille, c'est un skipper. Alors on sait très bien qu'un capitaine de sang en Bretagne, en moyenne, c'est aux alentours de 200-250 euros par jour. Vous rajoutez ça à une location qui fait entre 2 et 3 000 euros, la famille ne peut pas se la payer. Donc on a mis 4, 5, 6 bateaux avec un seul skipper. Sur l'un des bateaux. Sur l'un des bateaux, c'est-à-dire qu'on surclasse la famille qui accepte de prendre à bord son skipper. Donc on lui donne une cabine, et on organise des croisières avec 6 bateaux pour un seul skipper. Et ça a très très bien marché. C'est un peu la semaine du petit cabotage qu'on connaît en Finistère. Exact. Dans la logique, vous avez copié là sur Finistère. Alors, peut-être mais avec des bateaux plus grands. En fait, on a été chercher les gens qui n'osent pas. Les gens qui n'osent pas. Les gens qui n'osent pas. On les a mis sur des bateaux. Donc on en revient à la logique de rendre facile. Exact, packaging, vente facile, on arrive après les écoles de voile pour des gens qui ont envie de passer le pas, de franchir le pas. Et après, voilà, cette partie-là, est-ce que vous disiez, ce qui était intéressant, c'est sur la dernière, vous en avez fini comme ça, vous l'oubliez, et la capacité des familles à s'organiser, donc à recréer un groupe pendant la semaine, et même à dire, le matin on navigue et l'après-midi c'est pour les enfants. C'est assez étonnant, oui. C'est assez étonnant parce que dans la flottille, donc il y a toujours le départ, la petite discussion du matin, la destination. Il y a chef de bord, et en fait, on s'aperçoit même qu'à la réservation, les mamans, quand on parlait des femmes, les mamans nous demandent est-ce qu'il y aura d'autres enfants. Donc en fait, ça devient convivial, et la dernière flottille du mois d'août, les familles naviguaient le matin, et l'après-midi, c'était réservé aux enfants. Il y a une autorégulation. C'est assez sympa, ça marche très bien, et j'avoue que c'est un produit. Il y a de la demande. Il y a de la demande, c'est un peu ce que vous disiez. Donc c'est parti en Morbihan, bienvenue au ministère. Bon, après, c'est vrai que vous avez un super bassin de navigation qui s'y prête aussi. Oui, mais si vous prenez la moyenne des clients, passer des Lille, il ne touche pas beaucoup. Avec la flottille, on vient à Concarneau. Ah, c'est bien ça. Donc, vous voyez, alors en plus, j'avoue que la SAGEMOR nous a donné un sérieux coup de main avec le pass fiscal, c'est-à-dire que maintenant on peut bouger beaucoup plus facilement. Il y a vraiment une complicité entre les acteurs portuaires, les directeurs de port, les services portuaires et les professionnels, et on sent qu'il y a une synergie qui part de l'avant, et c'est vrai qu'en période difficile, ça nous aide vachement.
Donc ça veut dire qu'il y a une nécessité d'avoir une vraie collaboration entre le capitaine du port, qui est le gestionnaire, et le professionnel qui, quand même, quelque part, participe à l'animation de ce port. Ah mais complètement, et je crois que tout le monde l'a compris, et qu'on a besoin l'un de l'autre. On a besoin des professionnels, ont besoin le port est un outil de travail, hein, et on a besoin l'un de l'autre. Et imaginer un port sans professionnel autour, ça serait un peu morne. Hein. Ça se fait plus ça. On n'imagine plus ça. Hein, c'est un parc à bateau, ça redevient un parc à bateau. Mais je crois que ça aujourd'hui on n'imagine plus. Et vous, le port en tant que destination touristique, c'est-à-dire que là on parle des gens qui pratiquent, mais le port peut aussi s'adresser aux gens qui ne pratiquent pas la voile. Ils viennent se promener tout simplement. Oui, mais on le voit bien chez nous. Hein. C'est-à-dire que le port est fait de sorte à ce que les gens qui n'ont pas envie de naviguer, mais simplement passer une promenade, peuvent partir de l'acheté sud à l'acheté nord, à pied, sans voiture, faire le tour du port. Il y a toute une partie boutique, il y a une partie où il n'y a pas encore de boutique, mais quand vous venez le dimanche au port de Croix-Stis, c'est très très difficile de se garer. Et c'est pas des navigants. Hein. C'est pas des navigants. C'est pas des navigants. Donc ça veut dire qu'il y a une attirance quand même. Voilà, c'est une destination touristique. C'est devenu une destination touristique. Et elle est une destination touristique parce qu'il y a la mer quelque part. La mer, il y a l'animation du port, il y a le commerce, il y a les promenades faciles, il y a les commerçants qui s'y mettent et qui restent ouverts le dimanche. Les commerçants sont ouverts le dimanche. Ouais, c'est toute une ambiance. Mais c'est une ambiance qui est créée par le dynamisme du port, le dynamisme des professionnels, le dynamisme communal. Tout le monde y met du sien. À Barcarmat, les commerçants sont ouverts le dimanche? Bien sûr, oui, enfin, peut-être pas en décembre, janvier, hein, la Oui. période creuse, mais après, de Pâques à la Toussaint, oui, les quais sont noirs de monde. Alors, il y a bien sûr l'effet météo, hein, alors, ça c'est essentiel dans notre Vous avez constaté qu'on a plus de métier. difficultés que vous, là. Oui, je pense, oui, je l'ai remarqué. Mais dès qu'il y a rayon de soleil, ça y est, c'est des milliers de personnes qui circulent des quais. Et il y a l'effet de rêve, c'est ça qui est très important. Un port, c'est le rêve, c'est-à-dire les gens, ils viennent bader, les bateaux, ça les fait rêver, et puis c'est un loisir gratuit. Ça c'est important. Alors il faut leur donner envie, et puis petit à petit ils viendront chez les professionnels pour pratiquer. Il faut les accueillir. Il faut les accueillir, ça c'est essentiel. La qualité de l'accueil, la propreté, c'est la base de nos métiers. C'est-à-dire que pour vous, votre clientèle, c'est aussi l'urbain qui vient... Ah oui, oui, tout à fait, oui, on gère les quais, on gère tous les accès, et on l'a vu, nous, au niveau de l'escale, on a mis en place une politique de qualité depuis 5 ans, on a augmenté nos escales de 50%. Voilà. Parce que derrière, on a créé du petit service, tout simple, hein. On a des vélos qui sont à disposition des plaisanciers qui viennent à l'escale, ou on leur donne le journal le matin quand ils sont chez nous. Voilà, des petits plus qui font que ils se sentent mieux chez nous que dans le port d'à côté. Et on permet de gagner en clientèle. Alors, je vais me tourner vers Nathalie Conan qui a une double casquette là, bon, évidemment présidente de Notissement Finistère, ça vous l'avez compris, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas, elle est présidente de la SODEFI, en fait par la forêt. Voilà. On peut le faire bref. Pour faire bref et simple. Donc une autre est passionnée d'ailleurs par rapport à la forêt. Donc le port destination touristique, ça vous convient vous en tant qu'élite politique aussi, parce que forcément un port c'est un outil d'aménagement de territoire à part entière. Et je crois que vous considérez complètement comme ça, un outil structurant qui permet d'avoir un levier d'action sur le développement de ce territoire. Port-la-Forêt, en fait, joue sur son image. La destination touristique de Port-la-Forêt, elle est basée sur l'image de Port-Laf. Et l'image de Port-Laf, c'est l'image de la course au large, de la compétition, de la voile, du Vendée Globe, et des grands skippers et des beaux bateaux. Donc c'est vrai que pour nous, on n'a pas forcément... la construction de cette image s'est faite naturellement au fur et à mesure de l'implantation des activités liées au nautisme. Donc et ça c'est l'histoire. Donc c'est vrai que, pour reprendre l'expression, au départ c'était peut-être un parking à bateau, mais au bout de 40 ans, puisqu'on a aussi nos 40 ans, on a aussi fêté nos 40 ans, c'est plus ça. Parce que il y a certes toujours les bateaux, les pontons, les plaisanciers, et ils ont toute leur place et ils sont là, et c'est très bien qu'ils soient là, pardon. Mais on a toute la filière économique autour, et y compris cette image de Port-la-Forêt qui est en ce moment au cœur de l'actualité. Alors après, effectivement, si juste pour faire une parenthèse,
parenthèse sur l'économie, c'est il y a un chantier qui est très reconnu, c'est les technologies, Ouais. et qui va se diversifier, puisque c'est lui qui va construire, par exemple, les pales de la fibre hydrogène qui va venir sur Ouessant. Voilà. Donc, je veux dire, c'est aussi la reconnaissance d'un sacré savoir-faire, d'un sacré niveau de savoir-faire. Et là où nous on est assez satisfait, c'est qu'on est totalement dans la technicité des métiers de la mer et des métiers de l'autisme. Sur Port-la-Forêt, vous avez la plupart des métiers sont représentés avec toujours l'idée d'un équilibre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas déstabiliser les activités économiques qui se situent sur le port. On a des gens qui font des voiles. Si on avait plus d'entreprises qui faisaient ce type d'économie, ça déstabiliserait complètement le port. Donc au jour d'aujourd'hui, l'équilibre qui existe sur Port-la-Forêt fait que tout le monde gagne sa vie, que tout le monde gagne de l'argent et qu'il y a des emplois et qu'il y a de l'économie. On ne veut surtout pas déstabiliser ce petit espace parce que c'est encore, mine de rien, un petit espace. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que le port a l'histoire de Port-la-Forêt, c'est la course au large, très clairement. Et ce que vous disiez, c'est que chaque port est différent. Chaque port, du fait de son implantation, est différent. Donc, pour la forêt, on va être plus dans une vitrine des savoir-faire, quand à Port-Camargue, on va être complètement dans le tourisme. On a vu tout à l'heure à Brest, un port urbain. On a l'Esconil, on a Concarneau, qui est un port aussi urbain. Bref, ce que vous disiez, c'est que ne prenons pas le port comme un port, mais amenons la réflexion du port par rapport à là où il est implanté dans son territoire et la dynamique qui est autour. Voilà. C'est pas monolithique. Je trouve ça extrêmement intéressant, c'est-à-dire que le port s'est adapté à son territoire, dans sa construction, dans son développement. Le port a dû s'adapter à son territoire, mais le territoire doit aussi maintenant s'adapter à son port. Et donc il y a une espèce d'aller-retour, et c'est vrai que quand on regarde brièvement les ports de plaisance, les ports structurants du Finistère, on voit bien qu'ils ont chacun leur spécificité. Vous disiez Concarneau est aussi un port urbain, parce que là pour le coup il est complètement dans la ville. Une fois qu'on a posé son bateau en 30 secondes, on est arrivé à la mairie et à la ville close. Et dans le même temps, il y a toutes les valeurs et la culture du port de pêche qui est toujours là et qui est toujours présent. Donc il y a toujours cette mixité plaisance-pêche qui existe sur Concarneau et Chantier-Naval, ce qui n'existe pas sur Bénodet, ce qui n'existe pas forcément sur l'Octudie, sur Brest non plus. Voilà, donc chaque port a sa spécificité et doit s'adapter à son territoire. Quand j'avais posé la question à Roland Jourdain pourquoi il était à Concarneau, il me dit il est marin. Voilà. Donc c'est intéressant, chaque port a son histoire. Dans le même temps, il y a des marins partout dans les ports. Oui. Les plaisanciers sont des marins. Alors, donc non, là-dessus, il est un peu... c'est un peu long couvert. Après, derrière, il y a ce port, mais il doit s'adapter effectivement à son territoire, mais il doit s'adapter aux tendances nationales. Vous parliez tout à l'heure de la ligne TGV, qui va mettre Quimper à 3 heures de Paris. Brest aussi. Brest aussi, oui, pardon, Quimper et Brest. Faites attention. Je suis noté à la fin. Donc Quimper et Brest. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir, au-delà, il va y avoir un afflux de clientèle potentiel. C'est ce qu'on aimerait bien aussi. C'est l'objectif quand même. Enfin, c'est l'un des objectifs. Et ça veut dire que cette clientèle-là, par rapport à la pratique du bateau, va avoir besoin d'avoir des services associés à la pratique. C'est-à-dire qu'en gros, il veut arriver, il faudra peut-être mettre en place un service de location pour la mise sur le port, il faudra peut-être que aussi le loueur il soit ouvert jusqu'à 8h du soir, parce qu'en fait, quand il va arriver en train, il arrivera peut-être à 8h, qu'à 8h, quand ça soit ouvert, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion, les ports vont peut-être avoir besoin d'avoir des réflexions par rapport à l'arrivée de ces nouveaux consommateurs. On avait commencé à y réfléchir quand on avait élaboré le dernier livre bleu en 2008, parce qu'à l'époque, Brest-Quimper à 3 heures, ça devait être en 2012, après ça devait être en 2014, aujourd'hui c'est en 2017. Donc c'est vrai que pour nous, ça fait longtemps qu'on réfléchit aux conséquences de l'arrivée de BGV.
Et c'est vrai que quand on discute, quand on travaille à Finistère Tourisme, ou quand on travaille à Lotissement Finistère, les deux sont liés, c'est-à-dire que on voit bien la question de l'attractivité touristique et nautique du Finistère. Avec l'arrivée de BGV, ça aura des incidences, ça aura des conséquences. Donc après, à nous, acteurs locaux, de savoir nous adapter et offrir de nouveaux services pour cette nouvelle clientèle. Il y a un potentiel, mais il faut qu'on la capte, il faut qu'on lui donne envie. Il faut qu'on lui fasse des propositions. La personne qui habite en région parisienne, elle peut ne pas avoir idée qu'elle prend son train, 3 heures après, elle est à Quimper, et puis elle prend une voiture, on lui loue une voiture, et puis 20 minutes ou une demi-heure après, elle est à Port-la-Forêt et elle monte sur un bateau. Si on lui dit pas que ça c'est faisable, donc si on ne construit pas cette offre, on va passer à côté de beaucoup de choses. Donc je pense effectivement, l'heure est venue de commencer à réfléchir à travailler à cette offre. Alors, il y a Philippe Duchesne qui perd de la patience là. Sur cette clientèle-là, en plus, on sera en concurrence. C'est-à-dire que le Parisien qui a le choix d'un bassin de navigation, d'un port et d'un système de service, et ben, il y a La Rochelle, il y a Le Havre. La Trinité, c'est Ouais, mais voilà, bientôt, nous aussi, on sera à 3 heures, mais ça va. Oui, et puis il y a la Trinité aussi. Donc effectivement, il y a une mise en concurrence, mais ça veut dire aussi que quelque part, il y a un potentiel à capter. Et ça veut dire que le port, qui était au départ dans une logique technique, de prestation de services techniques pour mettre à disposition un bateau aux plaisanciers plutôt locaux au départ, aujourd'hui, il doit se poser la question, attends, j'ai des gens qui peuvent arriver, et il faut que je m'ouvre aussi sur cette clientèle-là. Et alors l'exemple de Roscoff est intéressant parce que vous êtes un nouveau port, et ce que vous disiez justement, c'est que vous avez remarqué cette clientèle qui arrive. Cette clientèle, il y a des gens, parce qu'en fait vous l'avez pas encore rempli, entre guillemets, le port il a combien de places? 600 places. Oui, le port de Roscoff donc possède 670 places, dont une cinquantaine de places réservées aux visiteurs. Donc c'est un port qui est géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, qui gérait auparavant déjà le port de plaisance de Morlaix, qui sont finalement donc deux ports totalement différents. Le port de Morlaix est un port en ville, donc qui offre des services de proximité de par sa proximité à la ville de Morlaix. C'est un port à flot, accessible par rivière et donc fermé par les écluses. Et ce que vous disiez, c'est que dès le départ, vous l'avez pensé et réfléchi comme un port intégré dans la ville. Exactement. Donc on a voulu l'expérience de... C'est ça. On a voulu travailler en fait dès le départ par le schéma directeur préalable à la construction du port sur les axes de liaison du port à la ville. Donc c'est vrai qu'on a vraiment travaillé sur plusieurs choses, en particulier les liaisons douces, qui sont les liaisons piétonnes entre le port de Plaisance et la ville de Roscoff. Donc liaison douce, possibilité d'aller à pied, en plus c'est plat, c'est important. Oui. En vélo, enfin tout plat, en vélo. Vous dites aussi que vous allez avoir une entreprise de location de véhicules électriques, donc on est bien dans le déplacement doux. Voilà, alors bon, c'est encore un peu confidentiel parce on appelle... Ah, vous l'aviez pas dit. Voilà, donc les bâtiments ne sont pas encore construits, donc les bâtiments sont en cours de construction. Voilà, les bâtiments seront terminés pour mi-juillet 2013. Et donc on a lancé un appel à candidature pour bénéficier des services portuaires. Donc, entre autres, vous l'avez dit, on a, c'est un scoop. C'est un scoop. On aura donc un loueur de vélos électriques et de voiturettes électriques également. Donc ça veut dire que ça va bien dans le sens, je colle et je mets en moyen en place pour coller le port à la ville. Alors, donc vous avez réfléchi, donc là vous avez réfléchi du port vers la ville. Est-ce qu'il y a des déplacements de population de la ville vers le port? Alors, on aimerait qu'il y en ait un peu plus, c'est-à-dire qu'on aimerait que le trait d'union se fasse aussi dans l'autre sens. Donc pour ça, la ville de Roscoff aussi travaille énormément avec nous pour effectuer ce lien avec, par exemple, des liaisons par des bus qui ont été déjà mis en place cet été. Mais il faut aussi qu'on ait des centres d'intérêt pour les gens qui viennent de la ville de Roscoff. C'est-à-dire que le port doit devenir un centre d'intérêt. Absolument. Alors, on a déjà des outils structurants sur le port de commerce, entre autres la criée de Roscoff. C'est vrai que c'est quelque chose qui attire énormément le public.
Mais on va essayer de travailler aussi comment essayer de les ramener sur le port de plaisance lui-même. Donc pour ça, on va certainement bénéficier de commerce, des restaurants comme dans toutes les ports de plaisance, des restaurants, des bars, etc. Mais il va falloir travailler plus pour pouvoir améliorer ce fait et donc ramener des gens de la ville de Roscoff. Donc vous avez complètement intégré cet objectif de port lieu de vie. Et ce que vous disiez, pour en revenir aux clientèles éloignées, parisiennes notamment, vous disiez qu'aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est dans les demandes de place, moins de locaux. Enfin, vous avez été un peu surpris d'ailleurs, pas tant que ça de demande d'une population locale, mais l'arrivée des demandes sur des gens de Paris qui viennent chercher une place à Roscoff. Voilà, alors c'est vrai que le port de plaisance de Roscoff a peut-être stratégique aussi au niveau de sa position, parce qu'on est situé sur une grande route de navigation, et en même temps, pour un point de départ vers l'Angleterre, c'est le port par excellence. En même temps, on a aussi des liaisons ferroviaires qui favorisent en fait cela, c'est-à-dire que la ligne TGV s'arrête à Morlaix, et ensuite repart par TER vers Roscoff. Donc on a un accès direct au port de plaisance. Donc vous voyez cette clientèle qui arrive. Elle commence à arriver absolument, oui. Énormément de demandes de la région parisienne. Alors je vais me tourner vers Philippe Duchesne, qui a travaillé sur plein de ports, sur plein d'équipements, aussi bien en France qu'à l'international. Qu'est-ce que ça vous évoque, toutes ces discussions, ce port vous avez l'air le fait que le port est en train de devenir véritablement un levier structurant de développement touristique? Écoutez, moi je suis d'abord ravi des exposés qui ont été faits, parce que ça concrétise des orientations qu'on essaie de développer depuis une bonne vingtaine d'années et quelquefois plus. Et qu'on s'aperçoit que ça passe du conseil à l'exécution. Pour quelqu'un qui conseille, c'est plutôt sympa. Tout à fait. Non. Ça montre bien qu'effectivement, quand on a commencé à faire des ports, c'est pour mettre des bateaux. Il y a d'ailleurs une raison financière qui montre qu'on ne peut pas se contenter de ça, puisque les tarifs portuaires, sauf à quelques exceptions près, ne couvrent pas du tout l'amortissement de l'investissement. Et quand c'est un investissement public, il faut se demander à quoi ça sert. Donc on a des exemples, maintenant on voit des exemples de ports qui arrivent à être vraiment des créateurs de valeur pour la collectivité aux différents sens des termes qui ont été évoqués, en termes de loisirs, mais en termes d'urbanisme, en termes d'attraction générale, pour le port, pour le territoire, pour la commune. Le port devient, puisque maintenant en plus on y met de plus en plus d'urbanisme, d'architecture, schéma directeur, de réflexion sur la place du port dans la ville. Et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le port est un espace emblématique pour le territoire et ils collaborent tous les deux à la création d'une image générale ou d'un esprit du lieu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'aperçoit qu'en termes de valeur, les ports de plaisance, mais les ports de pêche, en fait tous les ports ont la même problématique d'apporter ou de contribuer à l'image, et l'articulation des différentes activités, et ce qui a été dit sur Brest est extrêmement caractéristique de ça, c'est que l'ensemble des ports font fonctionner l'activité maritime, l'image maritime et l'attraction du territoire. Donc ça, aujourd'hui, on peut dire que c'est acté. C'est acté. Ça se construit, véritablement. C'est de plus en plus acté. C'est de plus en plus acté. On n'imagine plus le port qu'on va mettre dans un petit niveau. Voilà, on l'imagine encore. Il existe encore quelques projets de cette nature, mais qui auront de plus en plus de mal à se faire financer. Alors après, au-delà de tout ça, donc, on peut dire que le mouvement est engagé. Au-delà de tout ça, je dirais, c'est quoi la phase 2 si on fait un peu de perspective, parce que on est là aussi pour ça. Les villes de développement, tout à l'heure, enfin, on a parlé rendre facile l'accès à la navigation, on verra tout à l'heure, quand on va parler de la clientèle senior, il y a peut-être aussi le port peut-être une place à prendre, parce qu'effectivement, c'est une possibilité d'embarquement facile. Est-ce qu'il y a des nouvelles, est-ce que le port peut permettre de développer de nouvelles activités, d'amener des nouvelles clientèles? Ce que vous disiez tout à l'heure, 5% des personnes qui viennent sur le littoral pratiquent le nautisme, la plage. Est-ce que c'est un moyen pour eux? Alors, la réponse est oui, ça peut faire ça. La question, c'est comment faire. Voilà. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans Port-Camargue, et Port-Camargue n'est pas le seul exemple, mais ce qu'a dit Michel est très caractéristique. Il y a eu une stratégie
de développement économique, et il y a eu la prise en charge par l'autorité portuaire, par le management portuaire de cette stratégie. Alors c'est deux choses importantes, parce que la stratégie de développement touristique du port suppose des arbitrages avec la demande locale qui est d'avoir des places. Et souvent, des places pas chères. Je veux dire qu'ici, notamment en Bretagne, on a toute une clientèle de petits bateaux, de pêche-promenade, etc., qui ne supporterait pas forcément facilement une augmentation de charges liée à un développement économique exogène. D'ailleurs, on a eu souvent cette réflexion. On va faire de l'annulation, on fait des événements. Oui, ben moi qui vais à la pêche tous les matins, j'en ai rien à fiche. Si c'est 100 € de plus par an, je ne vais pas être très heureux. Donc, il y a des arbitrages à faire. Il y a des arbitrages à rendre sur l'utilisation des places. Par exemple, ce qui a été dit et ce qui est très important sur la mise en place de l'offre produit, notamment locative sur un port de plaisance, mais pas seulement locative, on a parlé des vedettes, je souscris 100% à ça. Les voiliers du patrimoine, qui sont des vecteurs formidables pour faire naviguer les gens, il leur faut des places dans les ports, c'est des arbitrages. Donc, ça, c'est le problème. Là, on est dans une logique de gestion dynamique des places. On est dans une logique de gestion dynamique des places, justement, en petit détail, la mise en place de la location, enfin, l'aide ou la promotion de la location sur un port est une gestion intelligente des places, parce que les bateaux de location, ils sont là au moment du changement d'équipage, le samedi et le dimanche, et pendant la semaine, on a des pontons libres. Donc, quand on commence à faire de la gestion dynamique, là, ça, je m'en le sais bien, c'est le coût estimé. Eh bien, ça permet de gérer, de retrouver de la capacité supplémentaire et d'avoir un arbitrage plutôt gagnant-gagnant entre places résidentes et places locatives. Donc, je dirais, ça c'est le premier point, c'est une stratégie et la question. Alors, le deuxième point, c'est qui fait. Alors, on voit bien qu'il n'y a pas de port sans les partenaires de l'offre. Ce n'est pas le port qui va faire de la location, ce n'est pas le port qui fait la voile du patrimoine, ce n'est pas le port qui va faire des loisirs nautiques d'accompagnement. Mais ça, c'est les professionnels. Voilà, ce sont les mais parce que professionnels. le port, il peut être facilitateur du fait que ces professionnels participent. Voilà. Alors, c'est juste, pour terminer, c'est cette question-là. Et il n'est pas une question simple. Il y a 20 ans, on avait fait à côté des points passion-plage, des points passion-port. Et ça n'avait pas marché. Alors que le point passion-plage avait marché, parce que point passion-plage égale centre nautique moteur de l'affaire. Il y en avait en Finistère et en Bretagne. C'était une bonne croissance des centres Port porteur d'une promotion commerciale des produits, il n'y en avait pas, parce que les ports nous disaient, c'est pas notre métier. Donc, il n'y a pas une réponse unique à cette question, mais c'est la vraie question. Comment est-ce qu'on organise le partenariat entre la collectivité, le port, les professionnels du tourisme, pour qu'on ait promotion, qualité de produit, fidélisation derrière. Quel est le porteur de la flamme, quelque part? Oui, comment on le fait marcher. Comment on le fait marcher. On a une réponse à Port-Camargue, voilà. On a des réponses... Mais c'est une histoire aussi. Et effectivement, la réponse ne sera pas forcément la même sur tous les ports, comme vous l'avez dit très justement, puisque chaque port et collectivité a des rapports différents. Mais moi, je crois que c'est un des sujets à travailler, parce que sur l'innovation produit, alors on peut en parler, il y a plein de petites choses à faire, mais ça, c'est un des points centraux de l'affaire. C'est la gouvernance du port, quelque part, là. C'est la gouvernance de la promotion de l'offre touristique. Parce que, juste une toute petite minute aussi sur le... On a envie de mettre de la mer dans ces jours touristiques. C'est-à-dire, un séjour, je viens une semaine ou 15 jours en Bretagne, si je fais 2 jours ou une journée sur un bateau, ça change totalement la perception que j'ai et la capacité de fidélisation. Et peut-être qu'une journée sur la mer suffit d'ailleurs. Voilà. Et par rapport à ce qui a été dit dans la table ronde précédente, je crois que les problèmes sont dans l'immédiateté de la demande. Il faut une réponse. Je suis là, j'ai une semaine, il faut la réponse pour demain. Et il faut une réponse pour une journée ou 2 journées. C'est-à-dire qu'il faut des produits courts, facilement accessibles, vendus tout de suite et en confiance. Et là aussi, c'est le petit chantier de cette commercialisation où on voit bien qu'en même temps, il faudra travailler avec les éditeurs, ce que vous faites, ce qui a été dit avec le camping. Et on voit bien que là, on a vraiment un chantier dans le détail, mais le diable est dans les détails. En fait, c'est une gestion d'un territoire où il y a des acteurs qui se rassemblent et qui gèrent ensemble l'offre. Sachant que l'offre, ça peut être une nuit d'hôtel, plus une séquence de surf, et le lendemain, une balade de Guénan en mangeant chez Castric un bon repas. C'est ça aussi, par exemple. Le temps qu'à faire, voilà. Non, mais, donc ça veut dire que c'est une association. Là, quand on a dit ça, on a associé 3-4 professionnels. Et que ces 3-4 professionnels, il faut qu'ils arrivent à travailler ensemble. C'est pas simple. François Armolo. Oui, tout à fait.
Alors, François Borloo a même une double casquette, directeur de identitaire, mais très, très, très attaché au port. Oui, il aime bien les ports. En fait, pour juste rappeler rapidement, il y a 14 grands ports structurants, il y a 370 petits ports et zones de mouillage, et ça représente 27 000 plaisanciers, dont 8 000 dans les ports structurants à ponton. Donc, première étape et première action pour nous qui va être extrêmement importante, c'est aussi de mieux connaître nos clientèles actuelles. Donc, on lance une étude avec l'UBO et avec l'aide de notre collège plaisancier au sein de Nautisson Finistère, pour mieux connaître cette population, profil socio-économique, âge, lieu de résidence, les attentes, qui utilise actuellement les ports. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va faire très rapidement avec l'UBO cet hiver. Et puis bien sûr, on est évidemment extrêmement motivé par cette perspective d'un développement économique des ports. C'est un défi, tout à fait. Et je pense qu'on est capable de le relever. On a un maillage extraordinaire de ports, de petits, de grands ports. Donc il faut peut-être développer les complémentarités. Il faut réfléchir ensemble, effectivement, sur les produits, les nouveaux produits et nouveaux services qu'on pourrait développer dans ces ports, sur les animations, sur peut-être plus de promotion aussi. On sait que, par exemple, on est assez peu présent en tant que réseau des ports du Finistère au niveau d'une promotion au niveau national ou international. Alors, je pense qu'on a tout ce travail à faire, et là, ça va être l'objet le sujet de discussion d'une réunion qu'on provoque le 14 novembre avec tous les responsables de ports, des grands ports structurants. On va commencer par les grands ports, mais on va associer rapidement l'ensemble des petits ports. Donc le 14 novembre à Roscoff, c'est Frédéric Beaucou et la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix qui nous invitent, et ça sera l'occasion d'aller un petit peu plus loin par rapport à tous les sujets qu'on vient d'aborder sur cette table ronde. Je pense qu'il y a quand même des questions qui ont été posées là, le fait de... Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on disait sur la première table ronde, le fait de travailler par bassin, d'associer le centre nautique, l'hôtel, l'office du tourisme, en fait, on retrouve le même débat, là, quelque part. C'est la capacité, à un moment donné, à ce que chacun soit le prescripteur de l'autre, et que ça se travaille sur un territoire donné. Et c'est vrai que si on regarde le Cotis, c'est un territoire à part entière. Si on regarde pour la forêt, tout le bassin nautique, pour la forêt, c'est un territoire à part entière. Donc là, il y a visiblement, ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Michel, il y a une innovation là, dans la façon dont tout le monde peut se mettre autour de la table pour développer ensemble. Je pense que c'est vraiment un défi, effectivement. Je pense que c'est un défi, ça. C'est un défi, oui, on a quelques années, mais bon, il faut vraiment travailler dessus dès maintenant. Effectivement, il y a une réflexion, une demande sur l'Ouest de Cornouailles, qui aimerait que ces grands ports et les petits ports, ces petites zones de mouillage, travaillent plus en réseau. Peut-être qu'il y ait des échanges qui soient favorisés au niveau des plaisanciers, des flux de plaisanciers, qu'il y ait peut-être plus de promotion en commun. Donc voilà des pistes qui sont très intéressantes, avec bien sûr le développement de nouveaux produits dans nos ports, que ce soit vraiment des poumons économiques pour le territoire. Alors, juste pour finir, on parle de réseau, de collaboration. Ce que vous disiez avant-hier, c'est que quelque part aussi, les ports peuvent s'associer pour faire des choses ensemble. Il y a des complémentarités entre les ports. Je sais qu'il y a un axe qui vous parle beaucoup, c'est Brest pour la forêt. Vous disiez, pour la forêt, effectivement, c'est une base technique. Je me demandais où tu allais, mais j'ai compris. Pour la forêt, c'est une base technique, mais aussi Brest, c'est un grand port de défis, de report, etc. Et qu'il peut y avoir effectivement des collaborations aussi entre ports. Là, je reprends, là, pour le coup, j'ai mis double casquette. Nef et ce défi, je vais finir, j'ai un peu de mal ce soir à tout mettre dans les cases. Oui, effectivement, on a rencontré Brest Métropole Océane il y a quelques jours de ça. Je pense que Patrick, on peut le dire, qu'on s'est rencontrés à Port-la-Forêt. Pas fort, tout doucement. En fait, on souhaitait d'abord se parler et puis échanger et se connaître et puis que chacun reconnaisse la place du territoire de l'autre. Et c'est vrai que dans le Finistère, c'est évident que Brest, d'ailleurs la signature de Brest, l'excellence maritime, c'est une évidence, c'est comme ça. Que dans la question nautique, Brest, c'est le port des records, c'est le port des victoires, c'est les courses. Et que nous, derrière, alors pour le coup, Port-la-Forêt, bon, on est peut-être un peu loin de Brest, mais on a aussi beaucoup de choses à offrir. On a une base arrière, et on a de la logistique, et on a du savoir-faire, on a de l'expérience. Et c'est vrai qu'on regarde à voir comment
Port-la-Forêt, Brest, avec le soutien de Lotissement Finistère, tout ça peut fonctionner pour donner une visibilité et une image assez moderne et assez innovante de la course et de la course au large. Donc ça veut dire travail par territoire et au-delà, travail complémentarité entre port et échange. Bon, c'est les routes maritimes, hein. Peut-être qu'il faut réinventer comme ça des nouveaux flux. Je sais pas, on aimerait bien, je sais pas, on va voir, Patrick il va réfléchir. Il faut des sous pour faire tout ça. Voilà. C'est Oui, pas mais de la guerre. Oui, non, mais on dit ça, mais c'est quand même. Enfin, faut aussi dire les choses comme elles sont. On est quand même dans une crise financière qui n'est pas simple. Les fonds publics, l'argent public, il est de plus en plus rare. Donc, de toute façon, il y a des choix et des arbitrages qui sont faits par les différentes collectivités. Et pour le coup, voilà, c'est pas forcément évident de se lancer dans quelque chose de novateur et dont on ne sait pas si l'issue sera bonne ou pas bonne. Donc tout ça mérite réflexion. En tout cas, ça réfléchit. J'espère que la table ronde permettra aussi d'alimenter toute cette réflexion. Je pense qu'on a ouvert les débats. Si on peut se retrouver dans 2-3 ans avec des exemples de collaboration territoriale réussie et des exemples de collaboration entre réussie, moi, ça aura servi à quelque chose. François, bon courage. Et puis, je sais que vous allez continuer à prendre des notes avec Nathalie, parce que vous avez une conclusion. Merci.